Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'observation d'un objet du ciel profond. Et dans le contexte des éphémérides du mois de mars 2023, nous allons nous diriger vers NGC 3372, autrement dit la nébuleuse de la Carène, qui se trouve dans l'hémisphère sud. Alors, quelle est l'histoire de cette observation de cette nébuleuse? Quelles sont ses caractéristiques physiques, mais aussi comment on peut l'observer et faire de la photo? Eh bien, Mathieu, je te laisse donc la parole. C'est alors qu'il effectue une mission dans l'hémisphère austral, au cours de laquelle il doit mesurer l'arc du méridien, que l'astronome français Nicolas-Louis Delacaille découvre la nébuleuse de la Carène. Nous sommes le 25 janvier 1752 au cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud. Notez que l'observation se fait alors avec une lunette de 12 mm. L'étoile la plus brillante en son sein, Eta Carinae, ne fut enregistrée clairement pour la première fois que par Edmond Halley, le célèbre découvreur de la comète qui porte son nom, en 1677, bien qu'observée probablement depuis bien plus longtemps auparavant. À cette époque, elle avait une magnitude apparente équivalente à +3, +2, lorsque Lacaille la mesura de façon fiable en 1751. Mais entre les années 1830 et 1840, Eta Carinae va connaître une spectaculaire et instable augmentation de son éclat apparent, devenant temporairement la deuxième étoile la plus brillante du ciel, juste derrière l'étoile Sirius, et surpassant même Canopus, qui depuis a retrouvé sa place du podium. Cet événement, appelé la Grande Éruption, fut en fait une formidable éjection de matière générée par l'étoile primaire. Car oui, Eta Carinae est en réalité une étoile double, composée d'une étoile hypergéante bleue, au moins 100 fois plus massive, 1000 fois plus grosse et 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. L'étoile secondaire, quant à elle, est une supergéante bleue, un petit peu moins massive que sa compagne. La brillance d'Eta Carinae va ensuite décroître rapidement jusqu'à ne plus être visible à l'œil nu à la fin du XIXe siècle. Et ce, même alors qu'une seconde éjection de masse, connue sous le nom de petite éruption, va se produire entre la fin des années 1880 et le début des années 1890. Faible luminosité restée constante jusque dans les années 1940. C'est d'ailleurs entre 1944 et 1945 qu'une nébulosité allongée commence à être étudiée autour de l'étoile. Notez toutefois que quelques décennies auparavant, en 1914, des observations ayant été réalisées sur cette même étoile avaient conclu au fait que l'étoile bavait, sans pour autant être capable de dire ce qui produisait réellement cette bavure. Ce que l'on appelle aujourd'hui la nébuleuse de l'homoncule éjecta direct provenant de la grande éruption de 1838 à 1845. Cette coquille de gaz et de poussière est à l'heure actuelle aussi vaste que notre système solaire, présentant deux lobes symétriques autour de l'étoile. Quant à l'étoile Eta Carinae, elle entre dans une phase ascendante, mais irrégulière à partir des années 40, si bien qu'en 2014, elle est de nouveau visible à l'œil nu avec une magnitude tournant autour de +4,5. Aujourd'hui, elle tend plutôt à la limite de la visibilité à l'œil nu avec une magnitude de +6. L'étoile, comme la nébuleuse, se situe à plus ou moins 8500 années-lumière.
Et cette nébuleuse est immense, environ 300 années-lumière de diamètre. C'est l'une des plus grandes régions d'hydrogène ionisé de la Voie lactée. Plus de 10 fois la taille de la nébuleuse d'Orion. On y trouve une grande quantité d'étoiles massives, pas moins de 75 étoiles de type O recensées, ainsi que 3 autres de type Wolf-Rayet. Des étoiles, cette pouponnière en regorge. 8 amas ouverts y sont associés. Sa richesse se retrouve également dans sa complexité. L'on découvre alors d'autres nébuleuses plus petites dans cet ensemble. C'est le cas de la nébuleuse de l'Homoncule, déjà citée, mais encore du trou de serrure, nébulosité obscure grande de 7 années-lumière, superposée à ce qui est la région la plus lumineuse de la constellation de la Carène, non loin de l'étoile Eta Carinae et de sa propre nébuleuse de l'Homoncule. S'y cache également la montagne Mystique, haute de 3 années-lumière, série de piliers de gaz hydrogène et de poussière, dont l'extrémité rappelant une minuscule tête masque une étoile émettrice de jets de particules très puissants qui forment comme des cornes de part et d'autre. Vous en voyez d'ailleurs ici une vue plongeante du vétéran Hubble, daté de 2010, à l'occasion de son 20e anniversaire. On évoquera aussi la nébuleuse du fer à cheval, un anneau de matière dérivé d'un éjecta plus ancien, d'Eta Carinae, large de 2 années-lumière et en forme de fer à cheval. Ou encore cette image, toujours signée Hubble, totalement réelle, mais quelque peu provocante, d'un cocon obscur de formation d'étoiles d'au moins 6 masses solaires et modelé par des rayonnements intenses. Nuage interstellaire pour lequel l'esprit déplacé des chercheurs lui inspirera pour dénomination le doigt de Dieu. On terminera ce passage en revue par cette dernière photo, l'une des 5 premières publiées par le JWST après sa mise en service en 2022. Un zoom dans la région des falaises cosmiques attenantes à la nébuleuse NGC 3324, étroitement associée à la Carène. Parlons maintenant d'observation visuelle. Et bonne nouvelle, elle est visible à l'œil nu. De magnitude plus 1, on verra surtout sa région centrale, la plus brillante. C'est déjà ça, car aucune autre nébuleuse n'est aussi facile à voir dans le ciel nocturne. Pas même la nébuleuse M42 d'Orion. Si on pouvait la voir entièrement à l'œil nu, elle couvrirait une portion du ciel à minima 4 fois plus grande que la pleine lune et 2 fois plus grande que M42. Mauvaise nouvelle, par contre, pour la France métropolitaine, parce qu'elle n'est visible que depuis l'équateur et l'hémisphère sud. Située, comme son nom l'indique, dans la constellation de la Carène, elle se trouve au niveau de sa proue. En regardant vers le sud, la croix du sud est juste sur sa gauche. L'étoile Canopus, à droite, plus bas, de l'autre côté de la constellation. Sa couleur rouge, magnifique sur les photos, n'est pas perceptible. Votre œil ne verra qu'une tache blanchâtre perdue au milieu de la bande laiteuse de la Voie lactée sur son flanc sud. Aux jumelles, le spectacle est au rendez-vous. La nébuleuse se divise alors en 3 lobes, séparés par une paire de bandes de poussière en forme de V très sombre. Les étoiles sont innombrables sur le fond du ciel. C'est normal, c'est le chemin de la Voie lactée. Mais parmi cette foule, on commence à distinguer indépendamment les divers amas ouverts contenus dans ce vaste nuage gazeux irrégulier. Individuellement, se démarque la célèbre Eta Carinae. Sa couleur jaune perceptible aux jumelles peut interroger quand on sait qu'il s'agit d'une paire d'étoiles supergéantes bleues. Mais en fait, le gaz et la poussière dans lesquels elle baigne tend à allonger la longueur d'onde de la lumière qui nous parvient. Dans un télescope de 150 mm, on remarque alors une zone plus sombre contre Eta Carinae. C'est le fameux trou de serrure.
En se reconcentrant sur Eta Carinae et en poussant un peu le grossissement, voire même beaucoup d'ailleurs, la nébuleuse de l'homonculus apparaît, mais reste absolument minuscule. Sa couleur est orange sale. Dans un gros instrument, 400 mm par exemple, sa forme s'affine. Les lobes montrent des nuances en luminance et une impression de perspective. De manière générale, même si un filtre O3 réagit très bien, la brillance de la nébuleuse de la Carène la rend presque inutile pour entrer dans le détail. En astrophoto, l'objet est moins simple, déjà par sa brillance non homogène, mais aussi par sa taille et sa complexité. Il faudra alors faire un choix de focale. Du grand champ, avec une nébuleuse dans son entier, obligera à utiliser une focale courte, nécessairement moins de 500 mm. À l'inverse, s'attacher à faire de la haute résolution sur certaines régions, comme le trou de serrure par exemple, avantagera les longues focales, voire les très longues focales. L'homoncule, entre autres, se révèle particulièrement difficile. Ces 18 secondes d'arc, ce qui correspond approximativement à la taille de Saturne, en font une cible sensible aux turbulences atmosphériques. Certains amateurs ont toutefois réussi l'exploit d'un shot avec de très gros instruments. Un joyau de l'hémisphère sud dont la multitude des facettes pourra occuper vos nuits printanières, ou plutôt automnales, car n'oublions pas que les saisons s'inversent d'un hémisphère à l'autre. Voilà, donc merci en tout cas Mathieu de nous avoir détaillé donc, cet objet, cette nébuleuse, et donc nous avoir ainsi expliqué comment pouvoir l'observer. En tout cas, c'est une observation à tenter eh bien, pour nos auditeurs d'outre-mer. Si vous avez la possibilité, eh bien, n'hésitez pas. C'est une observation qui est bien sûr à réaliser à la saison printanière et particulièrement donc, au mois de mars. Elle sera observable toute la nuit. En tout cas, on vous remercie donc de nous avoir ainsi suivis sur notre chaîne Astronature 49. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur celle-ci et notamment dans notre playlist Le ciel profond ville du mois où vous retrouverez donc toutes les autres vidéos que nous avons consacrées à certains objets du ciel profond. En tout cas, on vous souhaite à tous un bon ciel.